je suis très contente d'accueillir Stéphane Van Damme, qui est professeur au département d'histoire de l'École normale supérieure à Paris et qui a publié beaucoup plus que ça, mais il voudrait que je mentionne deux de ses publications. Elle est plus récente et voilà, il publie au moins tous les 3 ans un livre, donc je ne vais pas en faire la liste. Mais donc il y en a un en 2020 qui s'appelle La seconde nature, rematérialiser les sciences entre Bacon et Tocqueville. Et en 2023, Les voyageurs du doute, l'invention d'un altermondialisme libertin entre, c'est quand même important, 1620 et 1820. C'est précis. Voilà. Je te donne la parole. Ben, merci beaucoup. Donc merci aux organisateurs, comme il se doit, en particulier à Didier, qui n'est pas là, qui m'avait promis un colloque rafraîchissant. Je crois que les objectifs sont remplis. Pour commencer, alors je voudrais expliquer un petit peu mon point de vue, le point d'où je parle, puisque je ne suis pas économiste et que je ne suis même pas historien des sciences économiques. Donc là, on a encore un niveau qui aurait été acceptable. Mais donc, je m'occupe plutôt d'histoire des sciences, des périodes anciennes, donc du XVIIe, XVIIIe siècle principalement. Donc, ce qui m'a intéressé dans l'enquête sur les modes d'existence, c'est pour moi une anthropologie des early moderns, et non pas des moderns. Donc, une époque où les sciences modernes, c'est intraduisible, early modern, donc je ne le traduis pas. Voilà, on va éviter d'ailleurs de les traduire, parce que ni pré-moderne, ni première modernité, parfois on l'entend. C'est une période où les sciences modernes sont encore largement des sciences d'anticipation. Hein, c'est la formule utilisée par Lorraine d'Aston. Au fond, elle fonctionne beaucoup sur des grands manifestes. Mais elles mettront du temps à avoir les moyens de leurs ambitions. Et où le genre épistémique de l'enquête, donc l'enquête sur les modes d'existence, se reconfigure, pas tout seul d'ailleurs, souvent associé à un autre genre épistémique, celui de l'essai. Et donc tout mon voyage là va consister justement à nouer l'enquête avec l'essai, autour des questions économiques. Juste une petite parenthèse, on a beaucoup parlé des modes depuis hier, on n'a pas du tout parlé de l'enquête. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un point sur lequel il faudra être attentif peut-être demain. Je pense que c'est important. Il m'a semblé intéressant de revenir donc, je pensais que ça serait facile, sur la discussion du chapitre 15, sur la mobilisation des êtres de l'intérêt passionné, hein, pour reprendre le titre, consacré à l'économie. Mais en fait, si vous y regardez de près, l'économie déborde ce cadre, et ce débordement interroge. L'économie, en effet, n'est pas un mode, c'est plutôt, on en discutait avec John, un antimode, voire un ennemi théorique à abattre. L'économie est un de ces hommes de paille, l'expression que tu as utilisée, Hélène, que je reprends. On va donc essayer de comprendre cette place inédite de l'économie dans l'ouvrage, principalement en clôture de l'enquête dans les 3 derniers chapitres. Sans surprise, pour commencer, Bruno Latour propose une anthropologie de l'économie des modernes. Je le cite. « Si nous restons fidèles aux principes de notre méthode, nous pouvons reconnaître là des êtres particuliers, même s'ils semblent très difficiles à instituer pour eux-mêmes, et des êtres de l'intérêt passionné ou des passions intéressées. » Fin de citation. Ce mode d'existence se définit, je le cite encore, par 3 traits, un genre d'être, entre parenthèses, mobilisation, intérêt, évaluation. On va essayer de déplier tout ça, mais aussi un type de transcendance et un régime particulier de véridiction. Cette science des intérêts passionnés, comme il l'a écrit ailleurs, se fonde à la fois sur des acteurs qui sont considérés comme passionnés, mais aussi rationnels,
et sur tout un processus de détachement, sur une rationalité éloignée de ce qu'il appelle le pétrissage du monde, et donc milite pour une sortie des dispositifs d'économicisation. Dans l'enquête, en fait, l'économie traverse aussi bien le mode de l'organisation, chapitre 14, que celui de l'expérience du scrupule, chapitre 16. Elle se présente au croisement de différents modes, athée et orgue. L'économie repose aussi sur un principe d'altération des êtres, le cadre. Cette ubiquité, cette multimodalité fait de l'économie un concentré de problèmes qui sont au cœur des ambiguïtés fondamentales de l'anthropologie des modernes. Une manière aussi de récapituler l'enquête avant de la conclure. Latour invite à refonder l'économie-discipline sur d'autres bases en se délivrant de sa métaphysique, mais aussi de son déterminisme. Les fameuses lois de la seconde nature rendent les choses indiscutables. Dans le chapitre final, il creusera encore le lien entre économie et morale, je vais y revenir, en pointant un trouble. Pourquoi, écrit-il, si la vraie ambition des sciences économiques était ref, se détourne-t-elle des attachements, de l'organisation, de la répartition, de la morale? Pourquoi les sciences économiques, fortes de leur objectivité, ne sont-elles pas devenues l'équivalent de l'anthropologie pour les questions de l'échange? Écrit-il encore. Mais si on veut réactiver l'enquête sur ce mode d'existence, on essaiera dans un second temps de troubler ce récit bien établi et de proposer des prolongements, comme d'autres l'ont fait dans ce colloque, des prolongements inédits qui conjuguent le Latour des modes d'existence avec le Latour de Gaïa. Comme on verra en effet, dans l'analyse de l'économie de l'enquête sur les modes d'existence, économiser et écologiser apparaissent comme irrémédiablement opposés. Dans une formulation plus abstraite, la séparation de la matière, opérée par l'abstraction de l'économie politique, aurait engendré, écrit-il, un idéalisme de la matière. Or, des travaux actuels, très empiriques, proposent une autre histoire des origines des sciences économiques, qui explore, au contraire, la place de la nature, les liens entre première et seconde nature, au XVIIIe siècle. Cet effort aboutit, selon moi, à un processus de renaturalisation de l'économie qui la rapproche des enjeux actuels d'une histoire environnementale de l'économie politique. Le modèle, dès lors, n'est plus celui de la physique, qui est abandonné, au profit d'autres sciences, les sciences naturelles, chimie, agronomie, histoire naturelle. Donc, commençons par examiner l'économie dans l'enquête. Le chapitre consacré, le chapitre 15, à l'économie, de manière centrale, fait partie de la troisième partie de l'enquête sur les modes d'existence, partie centrale, car elle déborde les modes les plus établis, consacrés à la religion, le droit, l'organisation et donc l'économie. Comme Bruno l'écrit, il faut compléter l'inventaire. Page 298. Difficile d'imaginer une ethnographie qui ne parlerait ni de religion, ni de politique, ni de droit, ni d'économie. Latour est explicite à propos de cette spécificité de l'économie. Chaque mode est identifié à une opération de collecte et de composition et à l'idée d'hétérogénéité des êtres qui se trouvent ainsi assemblés. L'enjeu est donc d'importance, car il s'agit, je le cite encore, de comprendre l'énigmatique source de certitude absolue supérieure à celle de toutes les chaînes de référence que constitue l'économie. Dans le cas de l'économie, il s'agit bien justement de faire ressortir leur hétérogénéité, là où la théorie économique se réfère toujours à un universel abstrait de l'homo economicus. Pourtant, pour sortir de cette abstraction, il ne propose pas ici ni de récit ethnographique, ni d'enquête, mais repart de la lecture de Gabriel Tarde. On le sait, Latour reformule ici les analyses et les propositions qu'il avait élaborées conjointement avec Vincent Antonin Lépinay autour d'une relecture du traité sur la psychologie économique, publié en 1902 d'abord, puis en 2008 par Les empêcheurs de penser en haut. Le titre du livre, L'économie, science des intérêts passionnés, introduction à l'anthropologie de Gabriel Tarde. La proposition de Latour va cependant, dans l'enquête, au-delà du commentaire de Tarde, puisqu'elle aborde trois définitions de l'économique
qui déploie les notions de science, d'intérêt et de passion. Première définition, l'économie comme science des quantités. Première série d'arguments se déploie autour de la nécessité de découpler l'histoire-discipline de l'économie réelle et donc d'abord de mieux saisir les sciences économiques en utilisant la branche commune des Science Studies. Les formes de l'abstraction sont liées à des infrastructures, à une pratique de la quantification, mais aussi à l'euphémisation des intérêts et des passions. Il s'agit bien, pour lui, de s'inscrire dans les pas d'une sociologie de l'économie, qui n'est pas une sociologie des organisations, des institutions économiques, mais une anthropologie des techniques qui font exister le marché, les technologies de papier, les scripts. On retrouve ici tout un ensemble de travaux, bien entendu, initiés au CSI, avec Michel Canon, mais aussi les travaux de Don McKenzie, et puis de toute une jeune génération de chercheurs autour de différents aspects, comme la fabrique du PIB, l'entrepreneuriat, etc. On reconnaîtra derrière ça des auteurs. C'est ce que Latour désigne dans l'enquête comme l'économisation, par opposition à l'économie réelle. De ces travaux, il tire plusieurs enseignements. L'échange marchand n'a rien de naturel ni de spontané. Les acteurs disposent d'infrastructures, de cadres, pour reprendre l'analyse de Michel Canon, de formes, de normes pour que l'activité économique soit rendue possible et même répétable, pour reprendre la formule de Michel Canon. Je cite Latour. Comment peut-on expliquer que les économistes se soient à ce point trompés sur le recto et le verso de leur science ? La raison que donne Tarde rejoint ce que les anthropologues des marchés n'ont cessé de démontrer depuis une dizaine d'années. Aucune relation n'est économique sans l'extension, et pas l'extinction, malheureusement peut-être, des techniques de calcul des économistes au sens plus large de ce terme. Fin de citation. Loin d'être objectif, l'économie est donc, je pense que la chose est entendue, performée à travers des dispositifs, des infrastructures. Bien avant Canon ou Mackenzie, évidemment, Gabriel Tarde avait pressenti, c'est ce que nous disent Latour et Lépinay, l'importance de ces dispositifs de quantification, de comparaison, d'abstraction, et repéré l'importance des pratiques de la physique transférées à l'économie pour décrire la monnaie ou la finance. Je le cite encore, ils ont en effet cru que le progrès de l'économie devait être un progrès dans la froideur. On verra l'opposition entre le froid et le chaud dans le chapitre, dans la froideur, dans la distance et dans l'objectivité. Fin de citation. Au fond, on retrouve ici une opposition qui a été à nouveau décrite au début de ce colloque entre les objets galiléens et les objets loveckiens, que Latour reprendra dans Où atterrir. Ils apparaissent déjà ici avec le corollaire que l'on a affaire à une physique économique comme on a affaire à une physique du climat. Intéressant pour moi, et c'est le terme de physique économique utilisé par Bruno, puisque c'est les concepts nés au XVIIIe siècle, les concepts de physique économique. Deuxième type de définition, c'est l'économie comme science des intérêts. Le second argument proposé puise à la fois dans la conception, dans la sociologie des attachements de Tarde et dans d'autres sociologies des attachements. Il ne s'agit pas d'opposer une approche qualitative à une approche quantitative. Je le cite encore. Ce sont les attachements qu'il faut quantifier. Comment a-t-on pu l'oublier ? Fin de citation. Il faut donc essayer d'éviter de confondre la discipline économique avec l'économie chose. Il faut au contraire s'efforcer d'en restituer la véritable composition, écrit-il. Pour cela, il faut procéder à une inversion, revenir à la nature de l'économie, à savoir l'innovation, la création économique. On peut y voir ici un rapprochement avec une histoire aussi de l'innovation technique qui suscite conflits, résistances, obstacles. Ce sont des opérations qu'il convient de décrire, des liens qui se tissent autour de ces innovations qu'il faut quantifier pour Tarde. Il ne suffit pas juste d'ajouter au modèle standard d'un marché pur et parfait la description de pratiques, celle du contrat, celle de la confiance, celle de l'information, des règles ou des normes, ce que font souvent les économistes. L'économie résulterait, chez Tarde, donc d'un processus intersubjectif
où les désirs, les passions, les intérêts jouent un rôle central. Là où on avait l'habitude de voir dans l'économie une science objective, Tarde propose de mettre l'accent sur les interactions. Donc loin d'être ancré dans des lois universelles de la nature, des lois physiques, ou de la société au XIXe siècle, l'économie dépend de ses relations sociales, de ses attachements. Il s'agit, in fine, de sortir d'une logique aussi providentielle qui fixe l'horizon des savoirs économiques. Ils sont pleins, et Latour s'en plaint, d'une métaphysique providentialiste qui postule une harmonie entre des intérêts égoïstes, pour se référer à la théorie d'Adam Smith. La clé du système économique, écrit Bruno, c'est Dieu. Le décentrement autrement plus audacieux, auquel invite Tarde, relu par Bruno, consiste en un processus ininterrompu de désubstantialisation. J'arrive à le dire à 17h, c'est très bien. La réalité de l'économie chose, enfin dégagée de la gangue performatrice dont la revêt l'économie discipline, doit pour cela être inscrite dans le mouvement général des êtres passionnés. Pour arriver à toucher du doigt cette expérience de l'économie, il faudra bien sûr lever plusieurs obstacles qui brouillent l'accès à l'économie chose. La notion d'encastrement, donc l'économie qui s'inscrit dans le social, la notion de calcul des préférences, l'obstacle d'une relation sujet-objet, l'obstacle de l'échange et celui du culte de la marchandise. Ici, Latour critique la manière dont les sciences sociales se sont saisies de la question économique. Et il vise deux pôles en particulier. Le pôle de la sociologie économique, qui s'occupe traditionnellement de la construction sociale de la relation marchande, du fonctionnement du marché, construction sociale de la monnaie, de la finance, du prix, ou encore de la croyance dans le marché, mais aussi du comportement des agents économiques, des théories économiques. Tout ça, c'est des chapitres. Si vous lisez un manuel de sociologie économique, vous y retrouverez. Sur cette approche, Latour réitère les critiques qu'il avait aussi formulées sur la constitution du social en domaines séparés dans Changer de société. Dans le chapitre 14, il nous met d'ailleurs en garde contre ce qu'il appelle le méta-répartiteur de la société. Page 401. En revanche, le second pôle, l'anthropologie économique, est jugé, lui, trop peu symétrique, car il célèbre une forme de primitivisme économique sans se soucier de l'économie des modernes. Revenir à la racine relationnelle de l'échange marchand implique de surmonter un paradoxe. L'homo economicus est à la fois décrié comme un être de passion, et donc mu par ses désirs, la Fashion Week, etc., ses convoitises, ses obsessions, et en même temps analysé par les économistes comme un argent rationnel. Il est à la fois calculateur et possédé. Mais pour le connaître, il faut s'écarter d'une approche essentialisante. Ces êtres passionnés, écrit Bruno, tiennent par leur attachement plus que par leur identité. Ici, le maître mot sera celui d'intérêt. La valeur de l'attachement est une valeur transitive. Latour développe ainsi une conception de l'intérêt qui repart de son étymologie. Là, je remercie Didier. Bref, non, je ferme cette parenthèse. L'intérêt, c'est être entre les choses. Inter et serré. Mais aussi, il a ensuite évolué, cet intérêt, pour désigner ce qui est avantageux, ce qui importe, et ce qui suscite l'attention, la curiosité. Loin d'être une fragilité due aux pressions du public, des entreprises, du marché, des gouvernements, l'inquiétude, que l'on a plusieurs fois croisée aujourd'hui, l'inquiétude ne peut être réduite à l'anxiété, qui accompagne la pratique sceptique, mais elle régule l'échange comme elle régule l'enquête. Cette approche ne reflète pas simplement une position éthique, mais rend possible une analyse épistémologique en termes de dépendance, une connaissance sous emprise. Ces passions ne sont pas simplement des comportements économiques analysés, mais un régime de connaissance. D'où l'expression de science des intérêts passionnés. Ce régime de connaissance passionnée offre ainsi une forte dimension collective, de mise en partage, qui débouche
sur la constitution non seulement de réseaux de passionnés, mais de communautés de passionnés. Participe d'un processus d'empassionnement, comme constitutif d'un processus de connaissance. Les infrastructures n'existent pas en dehors de jugements et des évaluations, comme l'écrit Bruno. Il faut donc, dans un même mouvement, rematérialiser et empassionner les rationalités économiques et prendre au sérieux ces moments de passion. Comme souvent, en historien, on analyse beaucoup les affaires, les fièvres spéculatives. Voilà. Tous ces moments sont finalement assez peu traités dans leur profondeur. Ainsi, ces attachements ne sont pas simplement sereins ou pacifiques, mais la caractérisation de ces attachements, c'était la discussion de tout à l'heure, se fonde sur des oppositions de valeurs, sur des conflits, sur des disputes, sur la place et le statut accordé à ces choses. Comme on l'a vu, la reconnaissance des attachements a dans la description donc des vertus épistémiques. Simplement, à ce niveau, relativement bien connu d'une certaine manière, Bruno va ajouter la question de l'organisation. Et donc prendre au sérieux d'une certaine manière l'économie-discipline, si on voulait, à la fois comme l'économie disciplinée, mais aussi l'économie discipline. Voilà. Comme l'a bien noté Isabelle Stengers, le terme de mobilisation est ambigu dans le chapitre « Mobiliser les intérêts passionnés », car le terme renvoie au vocabulaire militaire. Il y a donc une forme d'ironie à dédisciplinariser l'économie-discipline, d'une certaine manière, et à discipliner les êtres passionnés. L'économie serait ce domaine au croisement de l'attachement et de l'organisation, et c'est ce qui en fait la difficulté. L'approche relationnelle est capable de décrire les liens multiples et les connexions qui composent la réalité économique. L'exemple donné ici par Bruno est celui de William Cronon, dans son livre sur Chicago, Nature Metropolis. Cet exemple est pour moi particulièrement parlant, car l'économie y apparaît comme le résultat d'un travail de connexion, de mise en relation entre la ville et son territoire. Dans ce livre, il n'est pas question de nature, dans un sens environnemental. Il n'est pas non plus question de ville. Chicago apparaît comme une sorte d'acteur absent, c'est un acteur réseau. Et toute l'introduction est dédiée à une relecture de Marx et de son concept de seconde nature. Donc c'est une référence qui est très intéressante dans le cas de ce chapitre. Se tournant vers la nature et la matière, Bruno écrit, je le cite, « Historiquement, l'épistémologie et l'économie naissent ensemble. » On reviendra sur ce point. « Et n'ont cessé de s'appuyer l'une sur l'autre. C'est ensemble qu'elles doivent apprendre à se retirer de la scène. » Donc là, on arrive un peu au bout du process. Par le geste de déséconomisation, il s'agit de tourner l'économie sans la critiquer pour autant, écrit-il. On arrive donc à cette troisième définition de l'économie comme science de la valeur. Latour propose une autre théorie de la valeur fondée non pas sur la quantification, sur la multiplication, mais sur l'intensification des attachements et des passions dans le sillage des travaux aussi d'Antoine Aignan. Je le cite, « La valeur, c'est l'allongement toujours risqué pour un quasi-objet du nombre de colonnes qui doit traverser ou pour un quasi-objet du nombre de lignes. Valoriser, c'est enregistrer l'apparition des différences. » Bon, je ne vais pas commenter la question des différences en référence à Gilles Deleuze, mais je retiendrai ici l'approfondissement de l'idée de l'économie comme science des valeurs, comme ce qu'il nomme aussi les transferts de nécessité indiscutables. La démonstration, dans le dernier chapitre, le chapitre 16, embraye sur un long passage sur la philosophie morale. Comme on le voit, la perspective de l'attachement retourne le processus d'accaparement, d'arraisonnement du monde, pour le dire dans un vocabulaire qui n'est pas du tout le sien, de marchandisation ou de financiarisation du monde qui est présent dans l'objectivation comme détachement
mais ouvre aussi un lien avec la morale. Désormais, c'est le monde qui nous tient. En redonnant toute sa place à la valeur, il ne s'agit donc pas de retomber dans la psychologie, mais de prendre au sérieux les pratiques de valorisation. Mais Bruno joue sur la polysémie du terme de valeur. Là encore, après intérêt, il ouvre encore, il déploie encore cette notion clé. De la dimension économique, il ajoute la norme de jugement qui permet de juger d'une chose en bien ou en mal. L'économie ainsi offre un site d'observation plus ou moins ambivalent entre faits économiques et valeurs morales. D'où le positionnement de l'économie à la fin du livre et de son rapport à la morale. Je le cite encore. Si la discipline de l'économie passe pour une science, c'est parce qu'elle ajoute quelque chose qu'aucune science naturelle ne peut donner. La certitude d'un optimum enfin calculé par une instance supérieure qui agrégerait et unifierait tous les scripts. Derrière l'obsession du marché, Latour pointe les limites des effets d'agrégation et de commensurabilité des données et de cumul qui va au-delà, écrit-il, du raisonnable. En bref, l'enquête, en mettant en avant l'expérience de l'intérêt passionné, ATT, en s'attachant à deux modes particuliers d'altération de l'être, à savoir l'intérêt et la valorisation, ne présume pas de la nature des attachements. Les collectifs ne sont pas fondés sur des certitudes, mais au contraire sur des scrupules, écrit-il, dans cette tension, cette attention, qui ne résulte pas simplement d'un engagement moral, mais aussi d'une intensification de l'attention. Pour Isabelle Stengers, qui critique ce passage, et je remercie John de m'avoir signalé cet article, le capitalisme n'est pas juste un concept critique épuisé, comme l'écrit Bruno à la fin du chapitre 16, pour décrire l'économie des modernes. Il liquide ou il congédie la discussion sur le capitalisme d'une manière. Moi, j'ai bien aimé, mais bon, visiblement, il fallait prendre ça au sérieux. Alors, elle donne corps, au contraire, elle oriente cette attention, ce concept capitaliste, au fond, il a une fonction, il donne corps, il oriente, il mobilise l'économie-discipline. Il désigne un ensemble d'assemblages qui comptent pour les acteurs. Alors, dans un deuxième temps, et pour finir, je vais essayer de revenir sur la discipline économique et ses origines. Comme Bruno Latour l'écrit avec Vincent Lépinay dans l'ouvrage paru en 2008, je le cite, « La discipline économique inventée au XVIIIe siècle ne découvre pas un continent, elle le fabrique de toutes pièces, ou plutôt elle l'organise, elle le conquiert, elle le colonise. » Donc c'est vraiment super, parce qu'il y a tout là dans cette phrase. Il y a à la fois ce qu'on a déjà dit sur la performance, sur l'usage des techniques, mais il y a aussi la dimension coloniale, que l'on va aussi retrouver à la fin du chapitre 16. Cette affirmation invite à revenir ou à compliquer les récits des origines de l'économie politique, et c'est bien cette question qui a obsédé les historiens de l'économie depuis une trentaine d'années, et qui va me permettre de revenir à l'époque moderne. C'est en effet en 1992, il y a donc j'avais mis 30 ans, mais en fait je suis bien 30 ans, oui, plus de 30 ans, que paraissait l'un des ouvrages majeurs de la discipline, écrit par Jean-Claude Perrault, un historien des annales, l'histoire intellectuelle de l'économie politique, paru en 1992. J'espère que tout le monde l'a lu. C'est un grand ouvrage, plusieurs fois, voilà. Voilà, l'auteur, que tout le monde l'a relu, exactement. L'auteur y formulait les lignes forces d'un grand programme historiographique. Il a eu quelques étudiants définissant les voies d'une nouvelle approche historienne des savoirs économiques anciens. Décliné en 16 chapitres, écrit entre 1971 et 1992, il proposait une archéologie d'un savoir non encore unifié. Perrault donnait une véritable leçon de méthode, centrée sur une histoire qu'il appelait une histoire concrète de l'abstraction économique. Rompant avec une vision idéologique et généalogique de l'économie politique, comme avec les histoires de la discipline, il indiquait comment analyser l'émergence d'un domaine de pensée qui n'est pas encore autonomisé, qui reste pris dans la gangue, en fait, de l'économie chose. À partir des pratiques théoriques,
à partir des instruments intellectuels, des régimes de justification, mais aussi des stratégies de publication. Il y a beaucoup de choses sur l'histoire du livre, des livres, des manuels. Perrault montrait l'ambivalence d'un régime de scientificité de l'économie politique au XVIIe et au XVIIIe siècle, traversé par une tension entre l'ambition d'une économie pure, détachée des contingences, extérieure au corps social, et l'élaboration d'une quasi-science de gouvernement fondée sur des usages prédictifs. Ce faisant, Perrault modifia en profondeur la représentation de l'économie politique en abordant de front la question de la mise en théorie d'un savoir social situé entre sciences naturelles et savoir pratique. L'élargissement proposé par Perrault invitait aussi à revaloriser certains acteurs, jugés de second plan dans une vision très élitiste de la production scientifique, mais aussi à rapprocher les théories économiques de leurs origines religieuses. Il faut le lire, c'est très important. Il y a un argument théologique. Enfin, je ne sais pas si tu connais. Non. Alors ça, c'est une faute. non, mais franchement, c'est vrai. Non, mais je le dis en plaisantant, mais il y a un argument. Voilà, il réhabilite en fait les origines jansénistes de l'économie politique libérale. Et évidemment, quand on dit janséniste, on pense à quoi? Les littéraires ici. Pascal, mais au Dieu caché, qui va donc anticiper la main invisible. Oui. Et donc la tour, il y a plusieurs endroits, il fait référence implicitement à ce travail. Et je pense que c'est quand même très intéressant, puisque... Oui, donc ça s'appelle « Une histoire intellectuelle de l'économie politique », tout simplement. Voilà. Franchement, hein, c'est pas pour le... Il donnait aussi la clé explicative de la thèse du providentialisme, en fait. C'est cette origine, parce qu'elle ne s'impose pas, elle n'est pas naturelle, si j'ose dire. Elle ne s'impose pas naturellement. Cette histoire intellectuelle, donc, vous voyez, c'est paru en 1990, mais en fait, ça rassemble ces 20 années de recherche. Allez connaître d'abord un succès d'estime, comme on dit. Donc pour dire que le livre n'a pas été beaucoup vendu. Mais il allait connaître un double déplacement. Premier déplacement, on va passer dans les années 90 et 2000 d'une histoire intellectuelle à une histoire culturelle de l'économie politique. Cette méthodologie est apparue très féconde pour reproblématiser justement ces fameuses fièvres spéculatives, par exemple autour du système de l'eau, ou autour d'épisodes précédant la Révolution française. Il y a eu quelques épisodes fameux en histoire économique, en déplaçant aussi la chronologie et les espaces considérés pour relire, par exemple, la révolution, ce qu'on appelle la révolution de la consommation du XVIIIe siècle, où on a remplacé la fameuse révolution industrielle par la révolution industrieuse, où on a aussi réhabilité la question du crédit. Donc, pour ceux qui aiment l'histoire des sciences faite par Simon Scheffer, voilà, où la notion de crédit, c'est une notion qui est commune à l'histoire aux sciences et à l'économie à ce moment-là. Le réexamen du mouvement physiocratique s'est appuyé ainsi sur un élargissement du corpus, intégrant aussi la littérature, les pamphlets, les images, pour cartographier la pénétration de ces débats et montrer les usages sociaux et culturels des questions économiques. Cette approche, ancrée dans le tournant culturel, s'est accompagnée aussi d'une volonté d'ouverture sociologique du monde des sciences économiques, qui visait à surmonter ces partages socio-intellectuels qui avaient été vraiment durcis par l'histoire des doctrines économiques, et en repeuplant ce monde, en y agrégeant donc des nouveaux acteurs jusque-là peu reconnus, des artisans, des femmes, des intermédiaires, des amateurs, qui font de la pratique de l'économie une pratique culturelle comme une autre, selon ces auteurs. Le tournant culturel de l'histoire des sciences, de l'histoire économique, dans les années 90, a donc permis d'élargir considérablement la liste des questions pertinentes et des acteurs. Le questionnaire centré autour des pratiques des lieux d'échange, du marché en particulier, marché concret comme espace, les rapports entre sciences et société, sciences économiques et société, a mis en porte-à-faux une périodisation qui était héritée de l'histoire des idées, fondée sur les grandes figures et fondée aussi sur une histoire conceptuelle ou institutionnelle.
la notion de market culture, néanmoins, on a rajouté une louche sur la question de l'encastrement que dénonçait Bruno Latour. Market culture, William Reilly, dans les années 90. Les enjeux se sont déplacés car il ne s'agit plus de documenter la rationalité scientifique des économistes, ni de comprendre leur logique d'arrière-plan, mais de comprendre le marché, ou plutôt les marchés, donc il n'y a plus d'abstraction, les marchés, dans leur contexte. Il y a un parallèle avec Science in Context, des mêmes années. Comme on le voit, ce déplacement a largement contribué à accentuer encore la logique d'encastrement en lui donnant une saveur, cette fois-ci culturaliste. C'est les années 90. Cultural term. Depuis quelques années, un second déplacement a été opéré dans l'histoire économique, qui a commencé à reproblématiser, à questionner radicalement le récit des origines des sciences économiques, en revenant cette fois-ci sur la place de la nature. L'économiste historien Arnaud Aurin a proposé, dans Les savoirs perdus de l'économie, publié en 2023 chez Gallimard, de faire l'archéologie d'une pensée économique ancienne en renaturalisant les débats. En s'écartant de l'économie comme physique, il propose de mettre en visibilité le programme d'une histoire naturelle de l'économie, d'une tradition naturaliste au sein de la discipline naissante. Ce récit, pour moi, est très fécond car il repart d'une chronologie plus ample qui plonge dans la Renaissance, pour sortir d'une téléologie disciplinaire de l'économie politique et d'une conceptualisation qui paraît de plus en plus aujourd'hui anachronique. Aurin suit en particulier l'essor de ce qu'il appelle l'euconomie, en essayant justement d'éviter le terme d'économie. Euconomie comme science du management, science de la gestion, du début du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle. Il réhabilite les pratiques vernaculaires, les jardiniers dont on a parlé, les fermiers, les marchands, mais aussi les agronomes, les artisans, dans l'invention de cette économie politique. Enfin, il s'attache à mettre en lumière les réflexions ésotériques et animistes qui façonnent la pensée économique, monétaire et marchande. En se libérant de la figure de l'expert, Aurin veut réhabiliter une approche ancienne, fondée sur un savoir économique dialogique, il y a tout un chapitre sur le dialogue, où règne la conception linéenne d'un équilibre du vivant. Il critique la distinction traditionnelle entre l'homme et la nature, produite dans la généalogie disciplinaire de l'économie, tout en écartant les approches actuelles de l'économie de l'environnement, fondée sur une modélisation marchande des externalités. Il plaide pour une prise en compte des non-humains dans l'analyse des interactions entre les acteurs du vivant, les végétaux, les animaux. Il souligne le fait que ces savoirs anciens ont été délibérément écartés des théories économiques néoclassiques et qu'elles portent sur une relecture réductionniste d'Adam Smith. Plutôt que de procéder à une déséconomisation ou à une écologisation de l'économie, ces chercheurs proposent de renouer les fils de cette tradition. Cette perspective donne lieu à toute une série de recherches qui visent à compliquer la scène des origines de l'économie politique ou à rematérialiser l'histoire du capitalisme ancien ou du libéralisme. Un gros débat autour de l'université de Chicago, l'école de Chicago sur New Capitalism, New History of Capitalism. On peut mentionner ici les travaux de jeunes chercheurs, Lisa Coulardeau, Oliver Cussen, justement de Chicago, enfin maintenant il est à Berkeley, ou encore de Carl Wennerling à Columbia. Il y a donc moyen là d'ajouter peut-être sur le capitalisme aussi d'autres choses. Je m'arrêterai juste pour finir sur le travail donc, de ces auteurs, Lisa Coulardeau, qui a fait sa thèse, c'est une thèse qui mériterait d'être publiée, Les Lumières au banc d'essai, sciences, économie et environnement au XVIIIe siècle. Les Lumières au banc d'essai. Alors, dans cette thèse, travaillant sur les savoirs de l'expertise, encouragée par le Bureau du commerce, et ceux que l'on va appeler les physiocrates, Lisa Coulardeau parvient à redessiner un nouveau récit plus complexe des origines de l'économie politique. Elle décrit, elle aussi, les réseaux longs de l'économie politique française, qui s'appuient sur un vaste corpus d'informations
et généralise la comparaison. En fait, dans toutes les correspondances, on avait soigneusement séparé, dans les histoires des doctrines économiques, cet aspect un peu descriptif des réseaux longs. L'Inde apparaît, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, l'Empire ottoman, les colonies françaises, à partir du réseau des consuls, des ambassadeurs ou des voyageurs. Toutes ces informations qui peuvent relever aussi des mesures, des poids et mesures, donc une histoire comparée de la métrologie apparaît. Il s'agit de montrer les liens de dépendance de cette économie politique occidentale avec le reste du monde. Elle montre ensuite combien cette économie politique ne puise pas uniquement dans les mathématiques, mais aussi dans l'agronomie et la chimie. L'économie politique est, à cette époque, ce qu'elle appelle une science de l'essai. Loin d'être abstraite ou coupée de la nature, elle est au contraire fortement substantialisée. Et c'est là-dessus qu'elle performe. Il ne s'agit pas de remplacer donc un grand récit, celui de l'abstraction, par un autre, celui de la matérialité, une transcendance provincialiste par une autre plutôt biocentrique, linéenne, autour de l'équilibre. Ça serait super. Enfin, moi, je suis à la limite assez d'accord. Je signerais quand même là-dessus. Ce serait quand même mieux. Lisa Collardo pointe ainsi plusieurs paradoxes qui s'apparentent à des tensions au cours du XVIIIe siècle, des hésitations entre ces différents régimes. Premier paradoxe, bien qu'encore fortement domestique, cette science économique se provincialise via une pensée de la procédure, de la codification, et même une ouverture vers la mathématisation. Elle la trouve quand même, elle la localise. Ce qui compte ici, ce n'est pas une simple spéculation théorique, l'enjeu serait de déposséder les artisans de leur pouvoir productif, en introduisant une division du travail entre les experts et les artisans, entre ceux qui font l'économie et ceux qui l'analysent, en monopolisant les pratiques de réduction en art. Cette science de l'essai apparaît ainsi associée au développement de la métrologie comme pratique savante, et donc à une science de la quantification, fortement liée aux pratiques de la police économique, police des grains, qui sur les marchés, concrètement, va créer la fonction de mesureur, donc les gens qui sont là pour dire attention, il y a des fraudes, il y a des fraudes, vous vous êtes trompé de standard. Voilà. Deuxième paradoxe, cette science de l'essai est une science aussi de la qualité, et non seulement de la quantité. Elle reste attentive aux qualités intrinsèques du produit. Là, c'est le petit signe au CSI, si j'ose dire, à l'économie de la qualité. Elle peine à monter en généralité en abstraction. Pour déceler ces qualités, il faut mettre en avant une culture expérimentale. Alors, c'est dommage, Hans-Georg est parti, mais culture expérimentale, mais aussi une science de terrain qui va s'affirmer dans le cadre de la recherche agronomique pour cerner la capacité, par exemple, colorante des plantes. Parce qu'il y a beaucoup à faire de teinture, de textile, c'est ça l'économie. C'est une manière donc de réconcilier l'économie avec le vivant au XVIIIe siècle. Et je trouve que cette recherche s'inscrit dans une histoire soucieuse de cette inquiétude du vivant dont on a parlé, et de ceux qui y sont attachés, en particulier les fermiers. Plus besoin d'opposer chimie sensualiste et chimie moderne. La dimension environnementale se charge de rappeler l'importance des lois de conservation avant l'heure. C'est plus les lois universelles de la physique qui sont mobilisées, c'est les lois de la conservation. La portée de la thèse est importante, à mon avis, car elle, contrairement au grand récit de l'émancipation, du détachement, de la dimension promotéenne de l'économie du XVIIIe siècle liée à l'invention technologique, dans le cadre de la révolution industrielle, cette approche signale les ambiguïtés, les résistances liées à la rareté, d'un côté, donc les travaux de Carl Wennerling, de Albritton Johnson, bientôt accessibles en français, mais aussi à la durabilité, à la frugalité ou à la domesticité. Et ça, c'est aussi tout un courant qu'on connaît en histoire des sciences avec les travaux de Simon Wherrett, qui aussi, d'une certaine manière, enfonce un coin dans le récit d'émancipation des sciences modernes. Non seulement donc dans l'économie chose, mais aussi dans l'économie discipline. Elle met en évidence une autre économie des savoirs fondée sur une autre écologie. Aux lois naturelles, Lisa Collardo substitue les lois de la conservation. Elle met en évidence l'importance de la conservation plutôt que de la croissance. Je la cite,
La science de l'essai est influencée par la physique économique et son attention au milieu, aux ressources environnantes, à la préservation de la diversité des espèces. Cette économie développe ainsi une conception durable des ressources mobilisées. L'enjeu est d'importance dans un contexte de dénonciation des pollutions de l'industrie chimique. C'est dans ce contexte que la science de l'essai débouche sur une réflexion sur les déchets, l'optimisation des matériaux et ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire avant l'heure. Oui, c'est fini. Ouais. Ouais. En termes de géographie, elle ne reste pas confinée à Paris, puisqu'elle tisse un lien entre la ville et les campagnes, et là c'est un peu les leçons de Bill Cronon, entre la métropole et les empires. Ces technologies, en effet, s'exportent au XVIIIe siècle dans les îles de l'océan Indien, qui mettent en place une économie circulaire. Cette enquête en rejoint une autre sur l'écologie politique du XIXe siècle, de Georges Sorel, par exemple, c'est une autre thèse, qui s'attelle à réarticuler la question rurale et les origines des sciences sociales. Ces thèses montrent ainsi comment les deux interprétations de l'économie politique sont imbriquées, l'une organique qui va être appelée à disparaître au XIXe siècle, tandis que l'autre abstraite va triompher, entérinant un divorce entre sciences économiques et nature. Ainsi, en réduisant l'écart entre économie et écologie, ce nouveau paradigme prépare ce que Bruno appelait un nouvel habitat pour les modernes. Et il ouvre ainsi des prolongements possibles vers une capacité d'action, une capacité à atterrir. Elle jette aussi un pont entre le Latour de l'enquête et celui de Gaïa. Merci. Merci beaucoup. Qui veut se lancer? On n'est pas obligé. Juste une question bibliographique, peut-être d'abord. J'ai pas noté la deuxième référence que tu donnais de cet historien sur lequel tu t'es appuyé, qui revient après Pérou. Sur, Arnaud Aurin, O-R-I-N, les savoirs perdus de l'économie. C'est une thèse. Non. O-R-I-N. O-R-A-I-N, Aurin. O-R-I-N. Oui, alors, sur le PowerPoint... Les gens sont encore capables de noter un nom. Non, c'est beau, c'était un test. Voilà, donc c'est un super livre, je le conseille. Et son dernier livre, ça s'appelle Le capitalisme de la finitude, le monde confisqué sur le capitalisme de la finitude, où il essaye de penser le capitalisme d'aujourd'hui, qui est en fait un capitalisme qui n'est pas libéral, dans le sens ancien. Et non, c'est un capitalisme monopolistique, qui est contrôlé par les États, par des États puissants, qui sont comme les grandes compagnies, les state companies du XVIIe, XVIIIe siècle, les Hollandais, etc. Et donc, comme il est spécialiste des mondes anciens, il retrouve ce monde ancien dans le monde moderne. Voilà. Pour moi, c'est un très grand économiste historien. Et l'autre référence, c'était Georges Sorel. Ça, c'est à la fin, c'est une autre thèse. Oui, mais tu peux... Alors, c'est Alice Ingold, Ok. voilà, qui a fait son HDR sur, Non, mais donc c'est sur l'écologie politique de Sorel. C'est ça, c'est le Sorel complet, c'est pas un nouveau Sorel. Non, c'est le même. C'est le même qui était ingénieur à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, et qui gérait l'eau. Voilà, exactement. Et c'est le même Sorel, voilà. C'est un Sorel écologue. Oui, très intéressant. Pour moi, c'est super aussi. Les derniers bouquins, c'est super aussi par rapport à ce modèle, qui est plus une forme de libéralisme, plus au pouvoir, partout des exceptions, pas d'impôts et tout. Et Laurent, il montre que 9/10 du temps, il est au contraire barrière, fond. C'est ça, il y a des... Et que lutte politique très forte pour garder. Je trouve que c'est beaucoup plus réaliste et politique. Oui, l'idée, c'est d'avoir une description juste. Si on veut dénoncer le capitalisme, il faut dénoncer le capitalisme, celui qui est là, pas celui d'antan ou celui qui est... Je pense que c'est pour ça que Bruno a congédié le capitalisme à la fin. Je pense qu'il devait en avoir marre des mauvaises descriptions du capitalisme. Enfin, c'est une lecture bienveillante. Mais sinon, les critiques d'Isabelle, c'est dans l'article que John a mentionné hier, dans le numéro que tu as dirigé, dans Theory, Culture and Society, 2024. Donc c'est un monde bouillonnant. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer aux États-Unis autour du materiality of capitalism, beaucoup de choses qui lient aussi beaucoup la problématique des empires et puis simplement une vision très
européenne. Didier? Oui, désolé, je suis resté un petit peu en retard. Oui, je t'ai remercié au début du... Ça regrette autant que ça. Merci d'être arrivé en retard. Mais alors je me demande, parce que quand on en a déjà un petit peu brièvement parlé, mais quand Latour s'intéresse à l'économie, il le fait à partir du travail avec Épinay sur Tarbes. Et en fait, tu as beaucoup parlé de la question de la valeur. Et chez Tarbes, la question de la valeur, elle est dérivée de l'invention de l'imitation, en fait. Et peut-être que sur la question, le projet aussi de la question du capitalisme, il y a aussi toute l'espèce de microéconomie de Tarbes qui ne fonctionne que par des actions locales et leurs imitations et des foyers d'imitation de ce type-là. Tout à fait. Je ne sais pas si tu as des choses à... Je dirais la valeur, mais aussi l'intérêt. Et Oui. c'est micro, en fait. C'est ça. Ouais. En fait, pour être tout à fait honnête, j'avais préparé la communication surtout en relisant le livre de 2008. Oui. Et puis, et en fait, c'est vrai qu'il y a quand même il y a des petits déplacements. Et comme je l'ai dit dans l'enquête, il y a un principe de débordement, quoi. C'est-à-dire, je trouve que l'économie ne se tient pas très bien. Elle a du mal à rester confinée. Et du coup, c'est un peu ça qui m'a intrigué, quoi. Pourquoi cette... je trouve que le livre de 2008, finalement, parce qu'il se place sous l'ombre portée de Tarbes, propose un certain nombre de choses assez bien cadrées, hein, finalement. Et dans l'enquête, le fait qu'on termine sur l'économie m'a un peu... c'est une position qui est un peu troublante, voilà. Et donc j'ai essayé un petit peu d'analyser ce trouble d'une certaine manière, mais tout en rendant justice quand même disons que ça soit du côté de la sociologie, de la quantification. Enfin, il y avait quand même un énorme... dans l'enquête, il n'y a pas de note en bas de page, comme vous savez. Mais voilà, donc... par contre, on les trouve dans l'ouvrage de 2008, ces notes en bas de page. Et on voit que le questionnaire est bien en place. Et j'ai fait même une interview de Vincent pour savoir comment ils avaient travaillé, etc. Et justement, lui, il utilisait l'expression de ça vibre pour dire ce que tu dis sur Tarbes, sur ce... Ouais. Donc on a parlé de l'inquiétude, mais l'inquiétude pointe peut-être vers l'anxiété, alors que dans l'inquiétude, il y a aussi cette vibration d'une certaine manière, des modes d'existence, voilà, de l'existence. Il y a John? Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. À la fin, je crois que tu heureusement, nous a dit pourquoi cette version de l'économie ou bien une autre version de l'économie peut être utile pour repenser les modes après ou antérieur. C'est-à-dire après Gaïa, après les hommes critiques, il y a la possibilité de repenser l'économie, pas juste en critiquant les modes, pas juste en critiquant le capitalisme, mais en repensant l'économie et l'organisation sociale par rapport au régime climatique. Tout à fait. Est-ce que tu peux élargir sur cette proposition? Est-ce que le 18e, par exemple, dans ton propos, nous donne une vision d'une manière de repenser l'économie, le 18e siècle, je veux dire, une vision avec ces économies circulaires? Est-ce que ça nous donne des modèles auxquels nous pouvons revenir pour penser économie, écologie, politique ensemble, dans de nouveaux termes, pas forcément des modes, pas forcément en utilisant les catégories de Latour, mais est-ce que c'est ça que tu proposes? Alors, il y avait deux choses. Il y avait l'idée, qui est un peu banale, mais qu'en changeant de récit, on pourrait peut-être ouvrir un possible. Et donc, je l'ai trouvé chez Latour et même dans l'ouvrage de 2008.
il y a quand même cette idée que finalement les choses se sont mal passées au XVIIIe siècle, dans le verrouillage de la discipline, et que là, avec ces nouveaux travaux, on a vraiment la possibilité de déverrouiller et de donner à voir en fait une tradition, en fait de donner à voir la pluralité des épistémologies de l'économie politique naissante. Et contrairement à Perrault, alors Perrault, voilà, c'est magnifique, voilà, c'est vraiment magnifique. Mais au fond, ce qu'a fait Perrault, c'est juste raffiner le modèle de base, si j'ose dire, en le compliquant, en montrant là, les origines religieuses, en fait, en faisant son travail d'historien. Mais il n'a pas remis en cause le récit des origines. Parce qu'en fait, pour lui, l'idée, c'était évidemment de comprendre cette énigme de la mathématisation, de l'abstraction, de la pensée économique. Or, voilà, ça c'est la thèse d'Aurin, c'est de dire, en fait, si on y regarde de plus près, si on relie toutes les sources, voilà, c'est vrai que cette science du management, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur pourquoi la science des gestions devient très sexy. C'est ma vision peut-être des choses, mais le management qu'on avait un peu ignoré, etc., en fait est finalement plus attentif aujourd'hui à ouvrir l'espace des possibles. Donc comme c'est une science pratique, on se dit que là, il y a peut-être des terrains très, très fructueux pour réexaminer ces liens. Et puis au-delà du récit, évidemment, c'est ce que propose toute cette génération de jeunes historiens ou d'économistes, puisqu'ils travaillent ensemble, c'est vraiment de considérer le XVIIIe siècle comme un laboratoire d'expérimentation. Et donc, cette science de l'essai, c'est le terme utilisé à l'époque. C'est un terme formidable. Alors, il y a un célèbre article de Simon Scheffer sur essai avec un A, des essayeurs. Et je pense que voilà, c'est revenir aussi, sans forcer le trait, à cet esprit de l'enquête, quelque part, en reconnaissant que dans ces périodes anciennes, il y a aussi bien côté science que science des mœurs, de la morale, il y a cet esprit de l'essai, de l'expérimentation qui est là. Et c'est pas simplement une vue de l'esprit du genre l'État réformateur, etc. C'est beaucoup plus intéressant que ça, parce que ces gens-là, ils vont nouer des liens avec les fermiers, par exemple. Donc on peut suivre en fait ces expérimentations très loin sur le terrain. Et voilà, on a des chaînes qu'on peut décrire, et j'ai l'impression que l'histoire traditionnelle de l'économie politique s'est bien gardée, en fait, de rentrer en contact, de vouloir décrire ces chaînes. Et alors donc du coup, moi je propose très clairement d'aller refaire une histoire de l'agronomie, des sciences agronomiques, par exemple, pour le XVIIIe siècle. Il y a énormément de dossiers qui sont à notre disposition, du côté des économies forestières, du côté même des économies impériales, de ces économies circulaires, etc. On voit bien qu'à chaque fois qu'on réouvre un dossier, on a la possibilité de repenser notre vision de l'économie. Et ça, c'est du côté de l'habitabilité. Bon, voilà, c'est ce que dit Bruno à la fin, à l'extrême fin, mais il le dit aussi dans l'introduction. Que finalement, c'est ça qu'il aimerait bien faire, c'est trouver rendre possible un nouvel habitat pour les modernes. Et c'est ce qu'il a essayé aussi d'instruire, si j'ose dire, dans les livres suivants. Et là, je trouve que ces jeunes, en fait, moi je suis qu'un commentateur sportif, mais je veux dire, c'est eux qui font le travail. Il faut les publier. J'ai dit ça mi-figue, mi-raisin tout à l'heure, mais c'est des jeunes qui ne sont pas encore publiés, que ce soit Oliver Cussen aux États-Unis, Lisa Coulardeau en France, voilà, il y a toute une liste de gens. Et pour rebondir sur Sorel, la dernière chose, c'est que cette idée d'une origine rurale des sciences sociales, alors que toutes les sciences sociales se sont fondées sur le mythe de la société industrielle, de la ville, etc., et là, on a d'autres sciences sociales.
c'est super intéressant, hein, je dois dire. Moi, je trouve que c'est un moment assez intéressant. Philippe, et puis après, on va clôturer, je pense. Oui. Oui. C'est un exposé époustouflant, merci beaucoup, et on est un peu sous le choc quand même de tout ce que tu nous as appris. Moi, la manière dont tu as retravaillé vraiment au sérieux le travail de Bruno, avec ces deux textes, celui avec l'Épinay, puis les 3 derniers chapitres de l'enquête. Et, bon, c'est pas facile de t'interroger. Il y a une formule qui revient régulièrement chez Bruno, on n'en a pas parlé, c'est pour nous opposer, nous les modernes, occidentaux, j'en sais rien, à ceux étudiés par les anthropologues, c'est là où nous sommes quittes. Oui. Ça, c'est. Nous en appelons la paix. Oui, tu as raison. Pour la faire, des valorimètres, cette dimension-là. Et la troisième chose que je voulais te demander, c'est Bruno, j'avais parlé plusieurs fois avec lui, était quand même assez admiratif du livre 1 du Capital, et entre autres du dernier chapitre, sur le rôle de l'esclavage, il me dit, c'est un chapitre merveilleux, le rôle de l'esclavage dans l'accumulation cognitive du capital. Alors, le problème, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas, je lui avais suggéré, il m'avait dit, il faut que tu le fasses. Est-ce qu'on ne pourrait pas relire ce livre 1 différemment? Alors, il y a Althusser a proposé de le lire en philosophe, parce que c'est un philosophe lacanien, je ne trouve pas ça passionnant. Notre courant l'a revu comme d'économie politique, c'est Mandel, les gens qui ont suivi, avec la loi de la valeur, en gros, en pressurant tout le livre pour en sortir une espèce de jus autour de la loi de la valeur. Et on pourrait le lire autrement comme un ouvrage d'anthropologie, parce que je trouve que dans le livre 1 du Capital, il y a quand même très peu de théorie économique, en fait, mais il y a une description extraordinaire des conditions de travail. Oui, c'est une anthropologie économique. Du temps de travail, du travail des enfants, c'est autour de tout ça, en fait. Barthes écrit son livre. Il est très confus, d'ailleurs, ce serait un peu bien aujourd'hui. Quelqu'un qui aurait un manuscrit comme le livre 1 du Capital, vous immédiatement envoyer à cette étude, avec tout ça correctement. Le milliard, on ne pas. On arrêterait la lecture au bout de 100 pages, quoi. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une relecture comme ça, autrement, plus statorienne du livre 1, sachant qu'en plus, il y a un truc qui m'a toujours frappé, c'est Lazzarato qui avait fait une attention là-dessus. Il a été le premier à introduire Tarbes, quelque part, l'économie de Tarbes. Il a été Lazzarato aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, oui, non, mais comme ils étaient co-auteurs, c'est un peu difficile. Et dans le Capital, Marx ne parle jamais de capitalisme. Le mot n'existe pas. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas le capitalisme, ça s'appelle le capital. Ça ne s'appelle pas un hasard. Marx n'emploie le mot de capitalisme, jamais le capitalisme comme mot, mais comme adjectif. La classe capitaliste. Mais jamais il ne parle de capitalisme. Ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, j'avais dit à Bruno, quelqu'un qui te reproche de parler capitaliste, tu peux leur dire que tu es comme Marx, quoi, ça me fera plaisir. Et un dernier point que je voudrais te poser, c'est effectivement, tout le long de ces 3 derniers chapitres, dont tu as vraiment magnifiquement bien parlé, il y a ce refrain permanent, pas les méta-répartiteurs. Pas méta-répartiteurs, pas main cachée des marchés, Dieu caché. Pas de méta, il n'y a pas de méta-répartiteurs. Donc ça revient en permanence. Mais la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que la notion de nouveau régime climatique, c'est pas un nouveau répartiteur introduit par Bruno à la fin de son parcours, parce que il fait du nouveau régime climatique une espèce aussi de nouveau répartiteur, je trouve. Ça ressemble à un véritable répartiteur. Et ce qui l'oppose à Alexis, d'ailleurs, sans doute lui, qui refuse de partir du tout, de la totalité, mais des parts ou des patchs, des parties, etc., pour reconstituer par assemblage successif la situation. C'est un plan d'immanence, quoi. Voilà. Et que là, Bruno aurait quelque part rompu avec sa méthode. Ben, Gaïa, c'est déjà. Oui, Gaïa est plus. Bon, mais. Voilà. Merci beaucoup. Alors, effectivement, Kit. Ben, justement, par rapport à ces sciences de la gestion, voilà, il le dit, hein, il fait
avec la comptabilité, c'est une métaphore de comptable. Voilà, on est quitte. Voilà, ça, effectivement, je l'ai pas mis. Je savais pas quoi en faire, en fait, d'une certaine manière. Mais voilà, je pourrais l'ajouter peut-être à la fin de l'exposé, c'est-à-dire sur cette question de retrouver je pense qu'il y a des intuitions, en fait, et qu'on pourrait développer, voilà. Et donc, vers ce lien vers les sciences du management au sens vraiment ancien, c'est-à-dire de cette économie et cette culture, justement, du quitus, quoi, là, il y aurait quelque chose peut-être à travailler. Alors, sur Marx, c'est marrant parce que dans le premier volume, dans la version 2008, il engage quand même dans un commentaire il s'engage dans un commentaire de Marx, puisque Tarde lui-même est quand même placé en commentateur de Tarde. Et c'est vrai que c'est un peu le Dieu caché, là, on ne le voit plus du tout apparaître. Ça, c'est une question intéressante, effectivement. Moi, j'ai trouvé qu'il y a des moments où, tout en disant qu'il s'écarte de l'anthropologie économique, il renoue avec l'anthropologie économique. Mauss réapparaît, l'échange avec un grand E, le don, on a quand même là tout d'un coup cette anthropologie économique qui refait surface. Et comment l'analyser, ça je ne sais pas, mais à cette heure-là, je ne sais pas, il faudrait que je continue à travailler. Est-ce que tu pourrais peut-être, John, par rapport à tes modes de super-existants, dire quelque chose peut-être de ce régime climatique? Je suis désolée Ouais. de vous interrompre. Voilà. Peut-être que tu peux en fait dire quelque chose pour l'idée, parce que Voilà. moi personnellement, et j'imagine que c'est le Oui, cas tout à de fait. beaucoup d'autres, je suis un peu... Non, mais tout à fait. Je m'en excuse. Je te remercie. Je t'en prie. Moi aussi.